En 1892, des officiers britanniques assistent à une scène impossible. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une armée africaine défile en rang par quatre, dans un silence absolu, et manœuvre au son du clairon, comme une armée prussienne, comme une armée française. Comment est-ce possible? Parce que cet homme avait des espions infiltres dans l'armée française elle-même. Ses meilleurs soldats s'engageaient comme tirailleurs, apprenaient tout, puis désertaient pour rapporter les secrets de l'ennemi. Cet homme, c'est Samori Touré. Pendant 16 ans, il a tenu tête à la France, et son histoire est bien plus complexe que tout ce qu'on vous raconte. Nous sommes au milieu du 19e siècle, en Afrique de l'Ouest. Les anciens empires s'essoufflent. Les armes à feu circulent partout et bouleversent les rapports de force. Et pendant ce temps en Europe, la France et la Grande-Bretagne se préparent à se partager le continent. C'est dans ce monde en pleine tempête qu'un simple fils de tisserand va bâtir, à partir de rien, un empire grand comme les 2/3 de la France. Samori Touré, né vers 1830 à Mignan-Baladougou, dans le Kognan, en Haute-Guinée actuelle. Son père, Kémo Lanfiatour, est tisserand et éleveur. Sa mère, Sokona Kamara, vient du puissant clan des Kamara. Détail important, ses ancêtres étaient musulmans, mais ses parents étaient revenus aux pratiques animistes. Le jeune Samori ne grandit donc pas dans l'islam. Et ici, l'histoire se divise. On vous donne toutes les versions. Les griots mandingues racontent que sur les berges de la rivière Milo, 2 genis transformés en jeunes filles apparurent au jeune Samori. Ils lui offrirent un choix, le sac de cola du marchand, la houe du cultivateur ou le fusil du guerrier. Samori choisit le fusil. Et les genis lui prédirent un règne de 30 ans, 30 mois et 30 jours. Le gendre, peut-être. Mais retenez ce chiffre, on en reparlera. Ce que disent les faits, c'est que le jeune Samori devient colporteur, un dula. Il sillonne les routes commerciales au change des cotonnades contre des noix de cola. Sans le savoir, il apprend par cœur la géographie de toute la région, chaque sentier, chaque rivière, chaque village. Cette connaissance du terrain deviendra son arme la plus redoutable. En 1853, le drame qui va tout changer. Lors d'une razzia menée par le clan guerrier des Six, le village épire, et Sokona Kamara, la mère de Samori, est capturée. La rançon exigée est astronomique. 7 mesures d'or et 7 esclaves. Samori n'a rien. Alors il prend une décision qui va sceller son destin. Il se livre lui-même. Il devient sofa, fantassin, au service des Six, en échange de la vie de sa mère. La tradition malinquée dit qu'il servit 7 ans, 7 mois et 7 jours. En réalité, cette captivité fut son académie militaire. Au cœur d'une des armées les plus redoutables de la région, l'ancien marchand apprend tout. La logistique, la cavalerie, la discipline des sofas et surtout le maniement des armes à feu. C'est aussi là qu'il renoue avec l'islam de ses ancêtres. L'homme qui entrera dans cette armée comme otage en sortira comme stratège. Libéré, Samori ne retourne pas au commerce. Il a compris une chose, dans ce monde, seule la force protège. Il offre ses services comme chef de guerre et en 1861, il les consacre que les Tigui, chef de guerre suprême. Et là, première démonstration. À la bataille de Diyala, il affronte l'armée des Six, ses anciens maîtres, 1600 combattants armés de lances et de sabres. Samori, lui, n'a que 50 hommes, mais 50 hommes armés de fusils. Résultat, déroute totale des Six. La leçon est claire, la puissance de feu écrase le nombre. Mais Samori n'est pas qu'un guerrier, c'est un fin psychologue. À la bataille de Saman-Saman, il est menacé par une coalition de 2 armées. Que fait-il? La nuit, il s'infiltre secrètement dans le camp du premier chef, Diamoro. Il invoque leur fraternité islamique, offre de l'or et des noix de cola. Et le lendemain matin, quand la bataille commence,
L'armée de Diamoro ne tire pas un seul coup de feu. Le second chef, Isole, est en cercle et anéanti. Le message est entendu dans tout le monde. Samori Touré est devenu le maître de la région. En 1878, il se proclame Fahama et fait de Bissandougou la capitale de son empire, l'empire du Wassoulou. Et c'est là que Samori révèle son vrai génie. Car conquérir, c'est facile. Construire un État, c'est autre chose. Son empire est divisé en 10 gouvernorats et 162 cantons. Dans chaque province, 3 hommes, un administrateur nommé par l'empereur, un sofa pour la force militaire et un marabout pour la justice et la religion. Vers 1873, Samori prend le titre d'Al-Mami, commandeur des croyants, et fait de l'islam le ciment de son empire multiethnique. Son armée, 30 à 35 000 fantassins, 3 000 cavaliers. Une organisation moderne, le Kourou, groupe de 10 à 20 hommes, le Bolo, l'équivalent d'une compagnie, le Sofakun, un vrai bataillon. Et surtout, son obsession, l'indépendance technologique. Samori militarise des forgerons, les Noumous. Dans de véritables arsenaux d'État, il démonte les fusils européens, les copie pièce par passe. Selon les rapports coloniaux français, il produisait jusqu'à 2 fusils neufs par jour. L'historien Yves Personne, la grande référence sur Samori, invite à la prudence sur ces chiffres. Mais une chose est sûre, le Wassoulou fabriquait ses propres armes. Mais il faut le dire aussi, et on ne vous cachera rien, cette machine de guerre avait un prix. Pour acheter des fusils et des chevaux, l'empire de Samori vendait des captifs de guerre. Des villages entiers étaient rasis et les prisonniers échangent contre de l'or et des armes. C'est le paradoxe tragique de cette époque. Pour résister à l'Europe, Samori a asservi d'autres Africains. On y reviendra dans la deuxième partie. Car ce chapitre sombre est indissociable de son épopéie, 1882. La collision avec la France devient inévitable. Les colonnes françaises avancent vers le Niger. Première confrontation à Kéniéra. Les Francaises s'en repoussent. Mais le vrai choc a lieu le 2 avril 1883, près de Bamako, à la bataille de Voyovoyanko. Le colonel Bornis déborde, lance un assaut frontal contre les positions tenues par Fabou, le frère de Samori. Sous une chaleur de plus de 40 degrés, l'infanterie française est clouée au sol par les tirs précis des sofas. À midi, humiliation suprême, les Français battent en retraite vers Bamako. Une armée africaine vient de repousser une colonne française. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans toute la région, Samori devient l'invincible. Mais Samori n'est pas dupe. Il a vu les canons français pulvériser les tatas, les fortifications traditionnelles. Il sait que le temps joue contre lui. Alors il fait ce que font les grands stratèges. Il négocie pour gagner du temps. 3 traites en 3 ans, dont celui de Bissandougou en 1887, signe avec le colonel Gallieni. Et en 1886, il joue un coup audacieux. Il envoie son fils préféré, le prince Diaoul Karamoko, en ambassade officielle à Paris. Objectif, évaluer la vraie puissance de l'ennemi. Mais les Français ont compris le jeu, ils orchestrent tout. Karamoko visite les arsenaux, les usines sidérurgiques. Il assiste à des revues militaires gigantesques. Il voit les chemins de fer traverser le pays et le prince rentre à Bissandougou transformé. Convaincu qu'une guerre contre la France, c'est l'anéantissement de son peuple. Devant son père, Karamoko plaide pour la soumission, pour la paix à tout prix. Et pour Samori, ces mots dans la bouche de son propre fils, de son héritier, sonnent comme une trahison. La France n'a pas encore tiré un coup de feu, mais elle vient de planter un poignard au cœur de la famille impériale. Ce qui va suivre entre ce père et ce fils est l'une des tragédies les plus déchirantes de notre histoire. Kaa est la plus grande guerre asymétrique jamais menée sur le sol africain. C'est dans la deuxième partie. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Sunu Tiosan, c'est notre histoire, toutes les versions,
sans rien cacher.